Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, est-ce que Twitter, c'est l'amour? Grande question. Aujourd'hui, plus que jamais, à partir du moment où on a entendu, et de plus en plus, d'abord vous avez entendu Thierry Breton, qui disait que Elon Musk a intérêt à se conformer à ce que va décider la Commission européenne et l'Union européenne sur les lois sur la désinformation, sinon, attention, eh bien... Et a ajouté Thierry Breton cette phrase magnifique d'un boxeur: vous pouvez courir, vous ne pouvez pas vous cacher. Merveilleux. Thierry Breton qui se prend pour Cassius Clay face à George Foreman, Elon Musk. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Et puis, on a entendu Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, je rappelle, qui est ministre chez nous. Jean-Noël Barrot, ministre délégué, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Eh bien, écoutez ce qu'a dit Jean-Noël Barrot. Il y a une règle qui va s'appliquer à partir du 25 août prochain et qui oblige les grandes plateformes de réseaux sociaux à lutter activement contre la désinformation. Mais Jean-Noël Barrot, ce que dit Elon Musk, c'est pas que la désinformation ne sert à rien. Il dit que ce code est superfétatoire, qu'il est inutile. Il dit j'ai ma communauté qui est capable de faire de la lutte contre la désinformation en ligne. Eh bien écoutez, moi je souhaite que Twitter puisse se conformer d'ici le 25 août aux règles européennes nouvelles que nous avons adoptées. Sinon, il ne sera plus le bienvenu en Europe et force restera à la loi. Voilà, force restera à la loi. Attention, après le 25 août, c'est la guillotine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, vous êtes directeur de la revue Perspective Libre et des éditions Perspective. On a reçu beaucoup de vos auteurs. Vous êtes président du cercle Aristote. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on a vu les passes d'armes, d'abord avec Thierry Breton, l'Européen Thierry Breton, et puis voilà Jean-Noël Barrot, et puis on a l'impression que la fièvre monte à El Tweetos, et en tout cas un peu partout pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que ça cache? Expliquez-nous le mécanisme de tout cela. Alors, il y a à la fois un peu de conjoncturel et beaucoup d'éléments de structure et d'éléments de communication. Donc, pour bien comprendre, il faut revenir sur des faits simples. L'Union européenne identifie toujours la liberté numérique, et elle l'a toujours fait, comme un problème pour son pouvoir à elle, parce que, pour des raisons très simples, rappelez-vous en 2005, liberté numérique, l'Union européenne perd en un an 2 référendums, la France et les Pays-Bas. Exact. Quand j'étais en poste au Parlement européen, le thème de la menace intérieure, alors la menace intérieure, dans un vocabulaire eurocratique, c'est pas le terrorisme, c'est le populisme. D'accord. Donc il fallait déjà restreindre la liberté numérique, quoi. Nous étions en 2014, donc là il n'y a pas d'Elon Musk à accuser. D'accord. Donc, c'est cette envie de pénal, pour parler comme Philippe Murray, cette envie de censure qui est intrinsèque, qui était vraiment palpable dans les institutions européennes déjà à l'époque, n'a fait que croître et embellir. Surtout que des lanceurs d'alerte, y compris internes aux institutions, extrêmement peu nombreux, je pense au cas de Michel Rivasi quasi exclusivement, se sont mis à dire à l'extérieur ce que l'UE est, ou du moins ce qu'elle fait. Le cas typique, les fameux SMS. Rappelez-vous, vous en avez... Les SMS, notamment, célèbres, toujours aussi inconnus que célèbres, échangés entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Mais on dit toujours que ça n'a jamais existé, bien sûr. Tout à fait. Et imaginez, on coupe Twitter. Oui. Vous imaginez par exemple que l'affaire de ces SMS sera infiniment plus facile à enterrer, tout simplement. Donc l'Union européenne part de il faut jamais l'oublier, de la phrase de Jean-Claude Juncker, qui n'est pas l'anti-européiste d'élite, qui est l'ancien président de la Commission européenne. Il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça, exactement. Il faut se mettre dans ce cadre-là si on veut comprendre ce qui se passe avec Twitter. Là, nous arrivons dans une année électorale européenne et sous le fond de la guerre d'Ukraine. Qui dit guerre, dit propagande de guerre et, disons... Et guerre de l'information ou de la désinformation. Guerre de l'information. Donc, l'accusation d'anti-russe devient la loi des suspects. Nous sortons de l'épisode Covid qui a
encore aiguisé cette envie de censure, et donc l'Union européenne a eu son bâton de maréchal, elle a fait fermer, et là pour le coup hors traité, donc en toute illégalité, elle a fait fermer 2 médias, pour le cas français, RT, Sputnik. Maintenant que, vous savez, c'est toujours la première qui fait mal, c'est comme les gifles, et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir, l'Union européenne pense qu'elle va pouvoir, disons, régenter sur d'autres fondements juridiques la liberté d'expression et d'opinion et réaliser son ambition, voire même son obsession. Dans le cas Musk, que nous dit Monsieur Breton? Monsieur Breton qui a déjà un aspect personnel dans cette affaire, parce qu'il veut Elon Musk sur son tableau de chasse par ailleurs fort vide quand on fait le bilan de Thierry Breton comme commissaire. Commissaire aux affaires européennes, oui. Commissaire aux affaires européennes. Bien. Donc, l'UE, c'est très simple. L'UE tire son pouvoir des ce qu'elle appelle les 4 libertés européennes, donc les 4 libertés du marché. Et à partir du marché, vous régentez les populations. Ces libertés sont simples: libre circulation des personnes, donc immigration, libre circulation des capitaux, libre circulation des services et libre circulation des marchandises. À partir de là, tout ce qui est à l'UE est à l'UE, et tout ce qui est aux États et donc aux populations qui sont dessous est négociable. Vous comprenez que s'il y a un marché numérique, eh bien on doit faire les règles du numérique, et dans ce marché numérique, il y a la liberté des données, la liberté d'expression. Et alors donc, justement, je vous arrête là, c'est très intéressant ce que vous dites, et ce qu'on dit, c'est qu'on dit par exemple, Twitter, comme d'autres réseaux, ne respecte pas les règles européennes sur le RGPD en hébergeant des données personnelles d'utilisateurs européens sur des serveurs américains. Et vous le savez, c'est le 2e chapitre, on en parle, Pierre-Yves Rougeron, c'est que la maison Meta, la maison mère de Facebook, a été condamnée par l'agence de protection des données irlandaise, DBC, a payé 1,2 milliard d'euros pour avoir continué le transfert de données d'utilisateurs européens vers des serveurs localisés aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est légal ou illégal, Pierre-Yves Rougeron? Alors, comme assez souvent avec les Européens, avec l'eurocratie, ça dépend pour qui. Je vais vous donner l'exemple de l'accord SWIFT que le Parlement européen avait demandé une 2e monture. L'accord SWIFT, c'est l'accord sur les données bancaires stratégiques quand même, c'est pas rien. Et c'est dans le cadre de l'antiterrorisme, les Américains les voulaient chez eux. L'Union européenne a dit bien sûr, le Parlement européen a dit non, 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 non. Il est évident que ce sera aux États-Unis, mais le Parlement européen veut aussi signer le document. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord SWIFT 2. C'est que le Parlement européen prend pour un problème de liberté publique, mais pas du tout. D'accord, ils ont signé aussi, oui. Voilà. Or, le problème, c'est que la Commission, elle est toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, Free Law of Information, c'est-à-dire circulation transatlantique des données. Sachant que, pour des peuples qui vivent en Europe et pour le peuple américain, la notion de données, ça c'est très important. Ce n'est pas abstrait, c'est pas difficile à comprendre. Alors c'est quoi? Mais il faut l'avoir en tête. Oui. Pour quelqu'un qui vient du droit romain, ce qui est le cas des Italiens, des Français, en partie des Allemands, des Espagnols, la donnée vous appartient à vous parce qu'elle sort de votre personne. Donc elle est en partie votre propriété. Pour quelqu'un qui est dans le droit anglo-saxon, la donnée est un matériel sans maître, si vous voulez. C'est une chose. Et donc, on peut en faire commerce. Qui n'appartient à personne ou à tout le monde, quoi. Exact. Et donc, on peut en faire commerce. Vous comprenez que ce petit écart de vue donne un avantage commercial gigantesque au monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les anglo-saxons veulent une partie de ces données. Alors, et c'est là où nous arrivons à Elon Musk. Parce que la Commission européenne, elle est un peu gênée par ces agences comme le gouvernement irlandais qui demandent des respects de protection des données au nom de droits européens. Nous sommes d'accord, de droits des différents pays européens. Oui. Et la Commission européenne, elle a toujours plié face aux États-Unis, pas plié par menace, plié par volonté. Et donc, elle se dit, bon, comment je vais habiller le fait surtout dans un cadre de guerre d'Ukraine où les Américains me disent, comme c'est nous qui payons en partie la guerre,
vous avez intérêt à être plus lax avec vos données. Comment je vais pouvoir à la fois me coucher devant les Américains et rassurer certains gouvernements qui ne demandent qu'à croire par naïveté? Eh bien, je vais prendre le patron de Twitter qui est le profil idéal. Il a une réputation d'illibéral. Il est détesté de Joe Biden et il faut cajoler l'administration démocrate. Il est populiste ou réputé tel. Et en plus, on sait que si on s'attaque à lui, les autres boîtes américaines ne prendront jamais de contre-mesures contre nous. Donc parce qu'il est le vilain petit canard. C'est le bouc émissaire idéal. C'est le bouc émissaire parfait. Et c'est pour ça qu'on l'attaque maintenant, André Berkoff. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça va pas au-delà, juste Pierre-Yves Rougeron, est-ce que ça va pas au-delà de la liberté d'expression? C'est-à-dire que quand j'entends que ce soit Thierry Breton ou Jean-Noël Barrot ou d'autres dire, écoutez, il faut qu'ils se plient aux règles. Mais qui met le curseur sur la liberté d'expression? Qui décide des critères de la liberté d'expression? C'est Monsieur Musk Enfin, moi, je les mets dos à dos. Qui décide? Est-ce que c'est en quoi et en quelle légitimité la Commission européenne va décider pour nous autres Européens? En quelle légitimité? C'est la question cardinale, la question de la légitimité, André Berkoff. Mais par contre, je vais vous dire une chose. Je pense qu'Elon Musk a au moins... Vous savez, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font. On peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais il y a une chose qu'il a fait et qui a mis le feu aux poudres. Rappelez-vous, c'est qu'il a viré de ses propres bureaux les services de renseignement américains. Oui, FBI Rappelez-vous. et compagnie, absolument. Or, d'un côté, je suis désolé, qu'est-ce que des gens qui appartiennent à l'appareil répressif font sur des plateformes de réseaux sociaux et d'échanges entre citoyens? À titre personnel, mon côté libéral, liberté publique, devient un peu urticant sur ces questions-là. Or, on peut dire ce qu'on veut de Musk, mais c'est un acte profondément libertaire d'arriver dans un réseau de libre expression, de voir qu'il y a des flics et de virer les flics. C'est un acte libertaire, qu'on l'accepte ou pas. C'est clair. Et c'est là où, effectivement, on va voir ce qui va se passer. Alors, justement, par rapport à ça, Pierre-Yves Rougeron, est-ce que si, par exemple, le 25 août, puisqu'il donne toute la du 25 août, il décide d'abord ce seront des amendes, etc., et puis, disons, la suppression. Qu'est-ce que ça change pour les internautes? Est-ce que, par exemple, si demain, la Commission européenne, puisque ce ne sera pas que la France, décide de couper le robinet ou de fermer le robinet Twitter, il se passe quoi? C'est fini? On n'aura plus Twitter? Ou il va y avoir des chemins de traverse? C'est très simple. Ça veut dire que le symbole de la liberté d'expression en Europe, comme en Corée du Nord, ça s'appellera le VPN. Le VPN, expliquez le VPN. Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez utiliser un dispositif technique qui va vous permettre de vous identifier comme un pays hors UE pour avoir accès à tous les médias censurés dans l'UE. D'accord. Ouais. Ce qui veut dire que vous faites entrer le citoyen lambda, père de famille, qui n'a rien fait à personne, qui veut s'exprimer ou s'informer, vous le faites entrer dans la case dissident politique. Oui, faut mettre les mots derrière les choses, André. C'est intéressant, effectivement. On en fait un citoyen transgressif alors qu'il n'a rien demandé. Tout ça au nom de la liberté d'expression. Et en fait, au nom de l'Union européenne, oui. C'est très intéressant, on va suivre ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. C'est vraiment très éclairant.